La beauté, ce n'est pas se transformer, c'est se révéler. Je suis Abigail Agnado et pendant longtemps, j'ai douté de moi. Je cherchais ma place, ma voix, mon reflet. Et puis j'ai découvert le pouvoir de la beauté. Pas celle des magazines, mais celle qui révèle qui l'on est profondément, vraiment. À travers mon métier de maquilleuse et coiffeuse, j'ai appris à me voir autrement et surtout à voir les autres autrement. Aujourd'hui, avec Sublimez-vous, j'ai envie qu'on avance ensemble sur ce chemin, celui de la confiance, de l'acceptation, de la lumière. Je vous invite à découvrir avec moi les parcours de celles et ceux qui m'inspirent, des créateurs, des artistes, des êtres humains puissants et sensibles qui ont tous un jour décidé de se sublimer. Dans ce 6e épisode de Sublimez-vous, je reçois Steven Sichai, créateur de robes de mariée à Paris. Steven, c'est une âme douce, lumineuse, qui a appris à transformer sa différence en force. Atteint d'albinisme, il a longtemps dû construire sa confiance en lui dans un monde où la norme ne laisse pas toujours de place à la singularité. Aujourd'hui, il sublime les femmes à travers des robes qui racontent des histoires, qui célèbrent l'unique, l'élégance, la transformation. On a parlé de beauté, bien sûr, de mariage, d'identité, mais aussi de résilience et d'amour de soi. Un échange rare, délicat et fort. Alors, si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner, à partager ou à laisser un petit mot. Ça m'aide énormément et surtout, ça donne encore plus de lumière à ces histoires incroyables. Merci d'être là et bonne écoute. Steven, trop contente que tu sois là. Moi aussi, je suis très content d'être là. Est-ce que tu sais pourquoi on a parlé peut-être 2 minutes avant. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? J'imagine, je sais pas exactement parce que tu es toujours pleine de surprises et j'attends de voir avec grand plaisir et répondre à toutes tes questions et vos interrogations. Sublimez-vous, c'est un podcast que j'ai décidé de faire parce que je me suis rendu compte à quel point on était tous et toutes en quête de confiance en nous. Et surtout de par nos métiers, on s'en rend encore plus compte parce qu'on est vraiment dans le rapport humain. Et du coup, je me suis dit que j'allais trouver plusieurs invités, en fait, soit que je connais de près, de loin. Ces personnes-là, en fait, qui nous aident aussi à avoir confiance en nous. Tu as posté une vidéo qui m'a énormément émue. Une vidéo où tu parlais du fait que, du coup, tu étais née albinos. Tout à fait. En fait, cette vidéo, elle m'a beaucoup émue parce que déjà, il y a eu la partie, l'hommage que tu as fait à ta maman, qui est exceptionnel. Tu le sais ou pas, j'ai un enfant qui a aussi une petite différence. Je veux parler de la confiance en soi, plus que de la maladie ou l'anomalie, parce que suite à ça, j'ai reçu énormément de messages de beaucoup de mamans. Mais en fait, le point commun de tout ça, c'était en fait la clé que je donnais dans cette vidéo. Je me suis rendu compte après avec le recul, avec le retour des différentes mamans, des différents messages que j'ai reçus, c'était la clé que je donnais en fait à ces mères-là pour que leurs enfants ne se sentent pas différents. En fait, plus que l'anomalie génétique ou le handicap, c'est vraiment pouvoir leur donner la clé de comment surmonter, entre guillemets, ça. Parce qu'on n'a pas forcément les armes. Moi, ma mère, elle avait 25 ans, elle voit un bébé blanc qui arrive, elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle a décidé tout de suite que cette différence-là, en fait, elle n'en ferait pas un obstacle, ni pour elle, ni pour moi. Une force, plutôt. Vraiment une force, c'est-à-dire que moi, comme je dis dans la vidéo, jusqu'à l'âge de 12 ans, je pensais réellement que j'étais l'enfant le plus beau du monde. C'est-à-dire que ma mère, tous les jours, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus grand. Alors après, mon anomalie génétique, elle fait que je ne peux pas aller au soleil du tout, par exemple. C'est-à-dire que je suis au soleil, je brûle. Donc ma mère trouvait des systèmes, elle me mettait en combinaison de plongée et me disait regarde, c'est les combinaisons des stars, c'est les combinaisons des surfeurs hawaïens. Il y avait des photographes sur les plages à l'époque, c'était à Juvan-les-Pins, je crois. Ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là. Et en fait, je les voyais me photographier et moi je savais pas que c'était payant en fait, ces photos, c'est ma mère en fait qui payait pour me faire croire que j'étais une star. C'est tout ce qu'il y a autour en fait, c'est les armes qu'elle m'a données qui ont fait que j'ai pris énormément confiance en moi avec les années. Et c'est vraiment ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. J'étais pas là pour pleurnicher, j'étais pas là pour m'apitoyer sur mon sort, j'étais pas là... Voilà, au contraire, j'ai toujours été quelqu'un de très souriant, très vivant, aller vers les autres. Comme je le dis aussi dans la vidéo, les gens ils sont attirés par les gens solaires en fait. Si t'es là, les problèmes, tout le monde en a. Tout le monde a ses problèmes personnels. On les garde pour soi, on les raconte à son conjoint, aux gens très proches. Les 3/4 des gens, ils s'intéressent pas forcément à tous tes problèmes. Donc, montre-leur la face sympathique qu'ils veulent. Ça attire les gens et après, ou ça devient tes amis, ou ça devient des proches, ou des connaissances. Mais voilà, t'es entouré et c'est un cercle, c'est-à-dire que plus t'es entouré, plus t'as confiance en toi. Plus tu te sens seul, tu te dis pourquoi je suis seul en fait.
Et là, tu perds ta confiance en toi. Donc, c'est tout un processus. Système, un processus. Exactement. Mais c'est en fait ce qui m'a émue dans cette vidéo, c'est déjà parce qu'on voit la partie maman, du coup cette maman qui s'est battue, etc. et qui a jamais voulu faire ressentir à son enfant qu'il avait une différence. Et du coup, évidemment, je me suis énormément retrouvée dedans. Et aussi, on voit ce que tu es devenu. Et du coup, ça donne un espoir exceptionnel. Donc en fait, on se dit, potentiellement, si on arrive, entre guillemets, à suivre les traces de ta maman parce qu'il a une quelconque différence, et potentiellement notre enfant il peut faire des choses exceptionnelles, parce que travailler avec des mariés, rendre heureuses toutes ces mariées, toutes ces personnes, c'est exceptionnel. C'est ça la réussite en fait. On parle même pas d'une réussite financière ou d'une réussite, on parle de ça en fait, d'être accompli finalement. Donc bravo. Alors regarde, je vais te raconter quelque chose de personnel que j'ai pas forcément raconté à tout le monde. On est un petit comité là, t'inquiète. Voilà, ça, j'imagine. On est très petit. Personne ne sera au courant. En fait, il y a donc moi, c'est un métier de passion, c'est-à-dire créer. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé embellir, que ce soit de l'architecture, que ce soit du dessin, que ce soit de la mode. Voilà, après, je suis parti plutôt dans la mode. Mais j'ai toujours aimé embellir et créer. Voilà, surtout créer, partir de rien et créer quelque chose. Et il y a 3-4 ans. Donc moi, je crée depuis que j'ai l'âge de 18 ans pour des clientes, des robes de mariée, des robes de soirée. Voilà, c'était très vite et très tôt parce que mes parents sont entrepreneurs. Donc tout de suite, ils m'ont poussé vers l'entrepreneuriat et m'ont suivi. J'aimais créer des choses. J'ai vu avec le temps, donc il y a 3-4 ans, de ça, j'ai eu un petit down. C'est-à-dire que j'en avais marre de ce que je faisais. J'en avais marre de créer. En fait, toutes les clientes faisaient quasiment toujours les mêmes choses. Il n'y avait rien d'extravagant. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment la création, la recherche derrière. Au bout de 15-16 ans, j'avais fait un petit peu le tour. Ça fait 15-16 ans que tu fais ça ? Depuis l'âge de mes 18 ans. C'est énorme. Ma première cliente, j'avais 17 ans pour faire sa robe. Et j'avais fait un petit peu le tour de la création. J'avais mes shootings où je pouvais m'amuser et tout ça et tout. Mais toute l'année avec les clientes. Et en fait, ma femme, Laura, m'a dit une phrase. Et c'est pour ça qu'on en vient à la confiance en soi. Et c'est un sujet qui résonne beaucoup en moi. Elle me dit, regarde, au-delà de la création, au-delà de ton plaisir personnel de créer quelque chose, regarde les femmes qui sont devant toi, qui sont face à toi, lorsque tu leur fais porter une de tes créations, peu importe, hein, de la plus simple à la plus compliquée, à la plus complexe, l'assurance qu'elles prennent en elles. Et j'ai des femmes, ah non, pas mes jambes, elle est trop épaisse. Alors écoute, si ta jambe est trop épaisse, on va faire la fente un peu plus étroite, ça va allonger la silhouette. Ah oui, c'est vrai, ça va m'allonger vachement la silhouette. Mon sein gauche est plus haut que mon sein droit. Ah ben c'est vrai, on va faire une robe asymétrique. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas pensé ça. Et en fait, c'est ma nouvelle façon de voir mon métier. Plus trop dans l'éclatade de la création et voilà, du fun. Ça, je le fais dans mes défilés, dans mes séances photos et tout ça. Mais tous les jours, je trouve mon plaisir, en fait, quand je vois que la cliente est pleinement satisfaite d'elle-même. L'assurance qu'elle a pris en elle en mettant... C'est des tissus, pour moi, c'est des tissus, c'est des fils, c'est de la couture. Mais en fait, ça devient vraiment une armure. Ça devient le vecteur, en fait, de la confiance en soi, le lien. Exactement. Entre elle et quand sa tu la vois confiance en maquillée, coiffée, habillée, la femme, elle a une autre posture, elle a un autre regard, elle a une autre démarche. Alors moi, je reconnais pas forcément les gens toujours, j'ai un problème un petit peu de reconnaître les gens, mais là, vraiment, pour le coup, quand elles viennent en clientèle, c'est-à-dire que je leur fais... je les vois arriver en basket, décoiffées, éclatées, et après, je les vois au mariage, coiffées, maquillées. Tu vois que même la femme, encore une fois, sa posture, sa façon de parler, sa façon d'être, elle est différente. Et c'est là-dedans, vraiment, que je trouve maintenant mon plaisir de satisfaire ces femmes-là, dans ce sens-là, leur donner cette force-là pour affronter les gens, puisque voilà, ils sont comme des stars, quoi. Ils arrivent le soir, tous les regards sont braqués sur eux, que ce soit les mariés, hein, que les mères, le reste des invités. Et justement, pourquoi la mariée ? Pourquoi cet univers-là ? T'as toujours eu quelque chose avec cet univers ? Ça te faisait quoi quand t'étais petite, rentrer dans une boutique de robes de mariée ? Alors, c'était pas forcément la mariée qui m'attirait au départ. Ok. C'est-à-dire que moi, encore une fois, ce qui m'attirait, c'était de créer. C'était voilà, un peu dans l'univers aucun rapport, hein, c'était du prêt-à-porter, ils achetaient, ils revendaient, voilà. Mais non, c'était pas vraiment la robe de mariée. Après, j'ai vu que c'était un moment spécial, que c'était une robe spéciale, en fait. C'était la spécificité de cette pièce-là qui m'a fait me diriger vers la robe de mariée ou la robe de soirée. C'est la robe d'un moment. Ça m'intéressait pas de faire du prêt-à-porter à la chaîne, de créer des pantalons, de créer des... C'est vraiment tout l'univers qu'il y avait autour, toute la fête qu'il y avait autour. Ouais, le côté unique, ouais. C'est-à-dire que tu crées une pièce. Oui, je crée une pièce et qu'elle va la chérir, elle va donner l'importance. Il n'y a pas plus important pour une mariée dans sa vie que sa robe de mariée. Je me disais aussi peut-être tout le travail qu'il y a derrière, une mariée le verra peut-être plus que si je lance une ligne de prêt-à-porter. Il n'y a pas moins de travail en lançant une ligne de prêt-à-porter, si ce n'est plus, qu'en créant une seule robe. Mais en fait, c'est l'importance que la personne donne à cette pièce-là. Oui, tout à fait. Tu sais que pour la petite histoire,
on était dans le même lycée. Donc moi, j'étais beaucoup plus jeune que toi. Ok. Et je me rappelle que tu avais fait ce magnifique dessin à la cafétéria. C'est une bonne mémoire. Voilà, je me rappelle de cette dame là avec une mèche là. Ouais, enfin, et à jusqu'à chaque maintenant. fois, voilà, c'était bien toi qui l'avais fait. Bah en fait, le directeur de l'école, j'aimais pas du tout. J'étais très bon à l'école, hein. Voilà, pensez pas, j'étais très bon à l'école. Il y avait juste les maths où j'étais vraiment catastrophique. Et du coup, le directeur de l'école m'a dit Steven, au lieu de perdre ton temps en mathématiques, je vois qu'il y a vraiment plus rien à faire entre guillemets. Viens à la cafette et peins-nous sur les murs toutes les silhouettes que tu as envie, tous les dessins que tu as envie. Et voilà, comme ça tout le monde pourra. Vraiment, j'étais soutenu. C'est en ça que je dis en fait que j'avais tellement confiance en moi de par le message de mes parents, de mes proches, que ça me gênait pas d'être exposé devant tout le monde, que même les gens en face de moi en fait me donnaient de la force qu'ils détectaient en moi en fait, que je dégageais. Que ce soit voilà, les directeurs d'école, que ce soit mes professeurs qui m'ont toujours soutenu, que ce soit... Je me rappelle d'une histoire en CP. J'étais venu devant la prof de CP. Il y avait un enfant qui m'avait traité de Blanche-Neige, qui s'était moqué de moi à l'époque. Et j'avais été la voir, je lui ai dit maîtresse, on s'est moqué de moi. Elle me dit mais t'en as pas marre de te plaindre, Stevens? Et cette phrase-là, depuis ce jour-là, je sais pas si c'est de honte, de timidité, c'est moi qui est devenu presque le moqueur entre guillemets, c'est-à-dire que j'allais vers les gens et je les agressais avant qu'ils m'agressent. Mais du coup, eux, ça les amusait parce qu'ils se sentaient un peu démunis face à mon comportement. Donc du coup, j'étais souvent délégué de classe, j'étais souvent... maintenant, avec le recul, je vois qu'il y a... Oui, les gens se souvenaient plus ou moins de moi et ça fait très très plaisir. Positivement en tout cas. Oui, ça fait plaisir. Alors, comment ça se passe bravo déjà pour tout ça. Merci beaucoup. Comment ça se passe quand une cliente arrive dans l'atelier, elle pousse la porte? La première chose que tu fais justement pour voir où en venir, quoi. Alors finalement. déjà, je la tutoie pour la mettre à l'aise. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. C'est pas un manque de respect, c'est vraiment pour la mettre à l'aise parce que le créateur, ça a souvent une image un petit peu de froide. Vous écoutez ce que je dis, ce que vous me proposez, c'est rien, vous y connaissez rien. Au contraire, moi je suis là vraiment pour écouter. Je parle beaucoup avec la cliente, même pas de la robe, hein, je vois son attitude, je vois son comportement. Et par rapport à ça, je vais pouvoir voir ce qui lui va comme style de robe. Si elle aime le bling bling, si elle aime le plus délicat. Ça, c'est des choses un peu plus aléatoires. Les choses concrètes, c'est morphologique. C'est-à-dire que la cliente se met devant le miroir et j'ai toujours la même phrase. Steven, ne t'inquiète pas, je vais maigrir. Moi, peu m'importe que vous maigrissiez ou que vous grossissiez. C'est une forme morphologique. Vous pouvez prendre 10, 15 kilos. Si vous avez les épaules plus larges que vos hanches, c'est cette coupe-là. Si vous avez les hanches plus étroites que votre taille, c'est cette coupe-là. C'est mathématique. Et en fait, ça les rassure d'être prises en main. Parce que les 3/4 des femmes, elles ne savent pas ni ce qu'elles aiment, ni ce qui leur va. Elles se regardent énormément par rapport au regard des autres. Et moi, je suis là pour décortiquer en fait ce qui va faire qu'elle va être mise en valeur ce soir-là. Les gens ne vont pas venir voir « Ah oui, il y a une perle ici, il y a une perle là-bas, elle a la taille fine, donc il a fait des épaulettes. » Ils s'en foutent. Ils voient l'allure générale, ça l'a fait ou ça l'a pas fait. Et moi, je suis là pour chacune, la prendre personnellement et lui faire comprendre ses atouts et ses défauts, ce qu'on peut camoufler, ce qu'on peut montrer. Voilà, elles en ont souvent pas conscience du tout. Et je suis là pour ça. C'est très vrai ce que tu dis. C'est très vrai, c'est très bien. Et justement, ces défauts, on sait que c'est le mariage en général, c'est une période ou n'importe quelle fête, parce qu'on dit souvent mariage, mais je sais que tu fais aussi d'autres événements, évidemment. Mais bon, on va dire qu'on va grossir en disant mariage. Justement, c'est des moments où on sait qu'il y a énormément de pression, énormément de tension. Tout à fait. Et du coup, c'est des moments parfois qui font ressortir pas forcément des bonnes choses en nous. Oui. Comment tu fais justement pour pallier à ça quand tu as une cliente, justement, tu en as un petit peu parlé, mais tout ce qui est complexe, voilà, t'as-tu déjà voir Quoi qu'il arrive, ne venez pas avec votre belle-mère. Ça, c'est un sujet principal. Non. Tu devrais mettre un mot. Interdit aux belles-mères, vraiment interdit aux belles-mères. Encore une fois, ma vie, la cliente, elle s'en fout. C'est-à-dire, mes états d'âme du matin, j'ai pu m'engueuler avec ma femme et j'arrive au magasin dans un état... Elles s'en foutent. Surtout qu'elle vient pour voilà, pour c'est un kiffer, moment quoi. unique, spécial. Moi, j'en ai vu 400 des mariés avant elle. Pour elle, c'est la première fois qu'elle me voit. Il faut que chaque mariée se sente unique. La mariée est énervée, excitée. Si en face d'elle, elle a quelqu'un qui est avec ses états d'âme et avec son ego, ça va exploser fois 1000. Il suffit parfois de 2-3 mots et tout de suite ça redescend. Vas-y, et les bons mots, dis-les-nous les 3 mots. Les bons mots. Ça... Non, voilà, quand elle m'envoie un message à 2h du matin, Steven, est-ce que ma robe est belle?
qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, ta robe, elle est horrible. Mais rien que le fait de lui dire, oui, ta robe est belle. Ah, c'est bien, ça me rassure. C'est des choses simples. Mais pour elle, c'est vraiment une soupape, un moment de détente. Elle a besoin d'être rassurée. Et moi, mon métier, c'est ça. Plus que la robe en elle-même, voilà, des tissus, des couturières, des robes, il y en a partout. C'est vraiment, moi, j'ai une relation très, très proche avec mes clientes. Alors, il y en a qui en abusent parfois. Maintenant, avec l'âge, j'ai réussi à mettre un peu de limite. Et surtout avec ma vie de famille, j'ai une petite fille il y a 2 ans. Donc, je suis moins présent maintenant au showroom. Avant, j'étais là vraiment du matin au soir, des nuits entières à travailler, à faire. Oui, bien sûr, c'est rien du tout. La robe, elle est crue ou tu la veux blanche. Bien sûr, demain matin, elle est faite en blanche. Maintenant, moi, dans ma tête, il faut refaire une robe entière. J'ai une nuit entière. Ça, c'est un peu fini, toutes ces choses-là. Mais tout ce qui est dans le relationnel, tout ce qui est, voilà, encore une fois, les rassurer. J'ai souvent aussi, malheureusement pas souvent, mais 1 sur 5 qui me parle d'annuler son mariage 1 semaine avant le mariage. À cause voilà, du stress, des choses qu'il y a autour d'elle. Comme je dis, les belles familles, c'est très difficile aussi. On peut rabaisser quelqu'un si la fille n'est pas assez construite. Et c'est souvent des jeunes filles qui ne sont pas assez construites. On n'a pas le soutien de ses parents aussi derrière, par exemple, pour réussir à faire face à toutes ces situations-là. Je me substitue un petit peu moi, en prenant le temps, même sans essayage, sans rien. Elle vient, on en discute. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ces décisions-là? Qu'est-ce que... Voilà. C'est vraiment un rôle un petit peu de psychologue, mais moi ça me fait très très plaisir parce qu'en fait, peu importe la robe qu'elle mettra, elle peut être la plus belle du monde cette robe-là. Si elle se sent mal le jour de son mariage ou pendant l'essayage avant à cause d'autres choses externes, elle verra tout noir. De toute façon, moi je le dis, hein, officiel, ce qu'il y a de plus important, c'est toi à ton mariage. C'est-à-dire que tu vas être là tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais tu vas choisir le meilleur traiteur, tu vas choisir la meilleure salle, la meilleure décorateur, etc. Mais finalement, si tu investis pas en toi, c'est-à-dire ta tenue, ta robe, ta coiffure, ton maquillage, mais c'est ce que je leur dis, moi, tu vas passer une mauvaise journée. Exactement, quand elles me disent par exemple, bon après c'est vrai qu'une robe de mariage chez moi c'est un certain budget, je lui dis mais à part ton mari et ta robe, c'est quoi ton kiff dans ton mariage? Le traiteur, c'est pour les gens. Quand même, t'as mis le mari. Moi, voilà, je mets même pas le mari, tu vois. Mais voilà, c'est quoi votre plaisir? Le traiteur, c'est pour les gens. L'orchestre, c'est pour les gens. La musique, la fête, réunir tout le monde. Vous faire plaisir à tout le monde. Ton plaisir à toi. À toi, ouais. C'est ta robe. Et elle me dit, c'est vrai, Steven. Les 300 ou 400 euros que je vais pas mettre en plus dans ma robe, je vais les mettre dans n'importe quoi. Ils vont partir ailleurs. Et c'est mon plaisir moi personnel. Et encore une fois, je te dis que cette pièce-là, c'est elle, après que le maquillage et la coiffure et tout le reste évidemment, merci mais mais elle contribue énormément au bon déroulé de la soirée. Ah, mais c'est évident. Que la femme se sente à l'aise et encore une fois se sente belle et resplendisse. Et si elle est contente, si elle est joyeuse, tout l'entourage autour il va venir danser, il va kiffer, il va profiter. J'ai des mariés, elle ne décrochait pas un sourire du mariage. Tellement d'angoisse et de stress et tout ce qu'elle a préparé avant. Mais arrête-toi 2 minutes, allô, c'est rien. Les gens ils sont là pour kiffer, ils sont là avec toi, ils sont là pour te faire plaisir. Tu vas passer une soirée noire si tu continues comme ça. Donc voilà, il y a plein de... Mais de toute façon, on le voit tout de suite. Moi, je sais que je fais pas d'essai. Je fais pas d'essai de mariée parce que... on oublie en vrai ce qu'on a fait. De quoi? Dans les essais, on oublie un peu ce qu'on a fait. Dans les essais, déjà, c'est hyper compliqué de refaire la même chose. Et deuxièmement, ce que je dis toujours à la personne, je dis, écoute, on peut parler tout ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, j'offre des visios. Si je propose de venir, qu'on se voit avant, qu'on en discute, il n'y a aucun problème, etc. Mais par contre, de faire un essai, c'est-à-dire de faire un maquillage de mariée hors contexte, par définition, ça ne marchera pas parce qu'on fera autre chose. Donc, on va perdre du temps mutuellement. Bien sûr. Ça sert à rien. Toi, tu vas perdre de l'argent, du temps, c'est pas utile. Et c'est vrai, du coup, je reprends ce que tu as dit de la même façon que du coup, c'est parce que justement, ça sort du contexte. Je trouve que quand justement, on se remet dans le contexte et que la mariée, elle va se voir avec le maquillage de mariée, la coiffure de mariée et qu'elle enfile sa robe, ça devient comme, mais de façon totalement positive, un déguisement, tu vois. Bien sûr. Mais un déguisement, voilà, c'est-à-dire que tu rentres dans un contexte et là, tu vas comprendre le sens. Évidemment. Pourquoi je suis partie sur ce maquillage, sur cette coiffure et pourquoi toi, t'es partie sur cette robe. Nous, on a étudié tout ça en amont. Et c'est un travail d'équipe. C'est vrai que, moi, je vois souvent tes créations. Bah, toi, tu me vois pas. Moi, je suis après, toi, t'es avant. Mais c'est vrai que quand je vois, on me dit ma robe, c'est Steven Ishai, en général, je me dis yes, je vais faire des belles photos, ça va être cool. On met notre âme, en fait. Vraiment, on met notre âme dans ces créations-là. Encore une fois, c'est pas des robes qu'on achète et qu'on revend. Chaque pièce, c'est des heures. Toi, t'es là, tu vois qu'elle a l'œil un petit peu en tombant. Tu sais qu'il va falloir monter ça pour qu'elle se sente plus regard de biche et contre. C'est dans le détail et ça nous valorise. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir quand elles nous disent Steven, Abigail, c'est exactement ce que je voulais. J'imaginais même pas que j'allais pouvoir avoir ça ce jour-là. Pour moi, c'est les meilleurs compliments. Et on s'attelle vraiment à faire ça. Je vais te raconter une histoire
encore une fois, pour revenir à l'histoire de la confiance en soi, quand j'ai des petites jeunes comme ça, de 20 ans, 22 ans, qui ont des corps de poupée et qui me disent je me sens grosse d'ici, j'ai des petites épaules, j'ai un sein plus gros que l'autre. Bref, ma toute première cliente, Tu t'en rappelles ? je m'en rappelle comme si c'était hier et je la raconte très souvent parce que l'anecdote elle est incroyable. J'avais 17 ans, il y a presque 20 ans. Il y a presque 20 ans. Donc ça fait 20 ans que tu fais ça. Voilà, ça fait 20 ans que je fais ça, que je me suis lancé à la première création. Je dis, ça tiendra ce que ça tiendra, les filles tiendront ce qu'ils tiendront. Vas-y, lance-toi. De toute façon, vas-y. Et donc j'ai ma première cliente qui arrive. Alors la dame, elle fait 1m40, 1m45. Elle fait un bon 48-50 de taille. C'était l'amie d'une voisine, voilà, un petit peu originale et tout ça. Elle ne trouvait rien dans le prêt-à-porter. J'ai le fils de ma copine qui s'est lancé dans la mode et tout ça et tout. Et il prend rien, quasiment pas d'argent et tout ça. Il va te faire ta robe. Donc elle vient. Il te paye en fait. Vraiment, il te donne vraiment, de je crois que c'était un l'argent. truc comme, je sais pas si c'était des francs à l'époque peut-être. C'était vraiment un truc comme 50 € de maintenant. Non, le tissu c'était ni le prix. Bref, je dis je me lance, je fais. Très bon marché. Et non, même ma première Très cliente, pour te dire le gabarit et tout ça et tout. Elle arrive, elle me dit Stevens, moi, donc faut imaginer 1m40, taille 48, 50. Et elle me dit Stevens, moi je veux une robe rouge. Je dis oulala, une robe rouge, ça va forcément le faire. Et elle me dit moi Stevens, j'adore les fleurs. Des grosses fleurs en relief. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais... Laisse tomber, elle va me dire rends-moi mon acompte, la robe elle va être dégueulasse, c'est pas grave, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. Je m'attendais à ça, en la cousant j'avais les boules parce que c'était des heures dessus, mais je savais qu'à la fin, elle allait me dire c'est pas bon. Elle met la robe, mon cœur il est comme ça, il bat à 1000 à l'heure, je dis ma première cliente ça va être la catastrophe et tout ça. Elle met la robe, elle se regarde dans le miroir comme ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis belle, mais qu'est-ce que je suis... J'ai dit mais c'est... Je dis oui, la robe elle est très belle. Elle me dit, non, c'est moi, je suis extraordinaire dans cette robe, je suis tellement belle. Mais c'est exceptionnel. Mais quelle bénédiction elle a cette femme d'être comme elle est et de se voir en fait fabuleuse et superbe. Et cette femme-là, c'est vrai, elle a été à la soirée, tout le monde me disait qu'elle était incroyable, parce qu'encore une fois, elle rayonnait, elle était solaire. Et c'est plein de petites leçons comme ça de toutes mes clientes. Franchement, on peut écrire un livre de toutes les histoires que j'ai eues avec des clientes, j'imagine que toi aussi. On va écrire un livre ensemble. Ouais, voilà, vraiment. Et du coup, c'est encore une fois, alors où la personne elle arrive avec sa confiance en soi, mais c'est assez rare quand même, ça me facilite beaucoup le travail quand elles sont assez sûres d'elles et qu'elles savent ce qu'elles veulent. Mais encore une fois, les 3/4 des clientes, on est là pour les diriger, les driver, les guider. Et c'est ce qu'elles aiment en fait. Mais alors moi je vais aller dans le contraire de ce que tu dis. Je trouve que autant effectivement parfois t'as des petites femmes comme ça au final qui enfin pourtant elles sont pas dans les critères de beauté, même si on sait que ça reste des critères et que c'est pas ça. Bien sûr, voilà. toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles évidemment, mais voilà, on va dire qu'elles sont pas dans les critères, voilà, et elles se sentent magnifiques. Et du coup même toi aussi tu vas dire elles sont exceptionnelles. Et autant parfois on a des mannequins ou des top modèles, des célébrités. En fait, moi j'étais hyper contente, ça faisait je crois 2 ans que je travaillais, donc tu sais on me dit tu vas maquiller, je ne pas le nom. Top. Trop contente et tout. Et j'arrive, la fille éteinte, pas sympa, elle me dit par contre fais vite, j'ai pas le temps en fait. Moi j'avais été hyper déçue, j'ai jamais publié les photos alors qu'elle était très belle, hein. Elle les a publiées, moi non. Et en fait c'est vrai qu'on est hyper déçus et ça me fait penser aussi à ta vidéo, une autre vidéo que tu as postée. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas forcément les plus belles femmes qui vont avoir le plus confiance en elles, au contraire. Alors là c'est encore un autre point, c'est-à-dire que moi dans ce que j'ai pu voir, alors les personnes un petit peu aigries, un petit peu énervées, moi ça me glisse dessus, c'est-à-dire que je pense qu'elles ont plus besoin de moi que moi j'ai besoin d'elles, sans vanité, sans quoi que ce soit. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont éteints, qu'ils restent dans leur aigreur, qu'ils restent dans leur méchanceté, moi ça ne m'atteint pas du tout, ce genre de comportement. Tu vas nous dire comment on fait. Hein, ouais, non, c'est vrai. Tu vas nous donner la Par solution. contre, toutes les filles, ça, c'est sur 100% des cas, hein, vraiment que j'ai pu voir, toutes les jeunes filles très belles et très bien faites et dans les critères de beauté, encore une fois, qui ne se trouvent pas, qui se trouvent tous les défauts du monde, très très souvent, et j'en parle dans ma vidéo aussi, ça vient des parents. Quand je vois une mère qui me dit non mais Steven, laisse tomber, tu vas pas lui faire une robe courte, elle a les genoux cailleux. Mais allô, c'est ton enfant. Si c'est pas toi qui est là pour lui dire qu'elle est la plus belle et qu'elle se sente la plus belle à tes yeux, elle cherchera cette affection dans les yeux de tout le monde, sauf chez elle puisqu'elle l'aura pas eu par toi. Et ça, il y a très peu de choses qui m'énervent dans la vie et j'ai très peu d'ennemis et tout ça. Mais ça, c'est des choses que je réponds tout de suite. Je dis, mais honnêtement, vous avez vu la poupée que c'est, vous me parlez de ses genoux cailleux. Enfin, je recadre ces choses-là et ça s'est vérifié dans 100% des cas. Que les mères, après, je voyais qu'ils venaient. Alors, j'ai eu aussi une histoire. Une mariée, elle vient pendant 6 mois, elle fait sa robe chez moi et je vois que sa mère n'a aucun essayage, jamais. Bon, on lui fait elle a un corps superbe, on lui fait une robe sirène, très moulante, parfaite et tout. Sa mère, elle arrive au dernier essayage, donc on est à 10 jours avant le mariage. Elle lui dit,
mais tu vas pas porter ça là. Tu vois bien que t'es horrible dedans. Je dis allô. Non, mais sinon on va changer. Je fais attendez, madame, sortez. Je vais prendre votre fille en privé. Je lui dis écoute-moi bien. Si toi, maintenant, par rapport à ce qu'elle t'a dit ta mère, sur cette robe-là, tu as envie de changer de robe, on changera et on recourra. Il n'y a aucun problème de timing, de machin. Je fais ce que tu as envie, toi. Mais ta mère me dira pas ce que j'ai à faire ou ce que je dois refaire, justement. Et elle m'a dit Steven, écoute, c'est ma mère. Si ma mère me trouve pas belle ce jour-là, j'ai compris tout de suite. Et je lui ai refait une robe en une semaine entière, toute neuve, pour qu'elle se sente bien. Et encore une fois, pas pour que sa mère me dise ah Steven, super, c'est extraordinaire. C'était vraiment pour que cette mariée-là. Mais c'est pour te dire à quel point les parents, pour moi, maintenant que je suis papa aussi, j'ai attendu longtemps, maintenant que je suis papa, je vois la force qu'on donne à nos enfants. Et ils sont capables de réaliser de grandes choses grâce à nous, même si à la base ils n'arrivaient pas à les faire. Le fait de leur dire qu'ils ont réussi à le faire, bah, c'est vrai, j'ai réussi. Et ils le font. Alors que si on les caractérise que par leurs défauts, bah, ils vont finir par croire en fait qu'ils ont ces défauts-là. Même s'ils les ont vraiment, ces défauts-là, ils n'ont pas besoin de les savoir. Comme je dis à ma femme, elle discute avec des gens. Parfois, Laura, elle est assez timide, elle est assez réservée. Moi, je suis plus extraverti. On va lui dire, ah, c'est très bon ce que tu as fait à manger. Non, mais il manquait du sel, mais il manquait du poivre, mais il manquait du... C'est très féminin, ça. Bah ouais. Je dis, mais écoute, tout le monde, personne t'a dit ça. Le fait de le dire, ils vont remarquer ça. Ah oui, c'est vrai, il y a du... Les défauts, à force de nous-mêmes dire nos défauts aux gens, en fait, ils n'ont pas besoin de nous pour les voir, nos défauts, les gens. Donc à force de nous en parler, ça devient le point central de la chose. C'est vrai, bravo. C'est quoi pour toi la définition de la beauté ? Ça va être un peu cliché ce que je raconte, mais vraiment, encore une fois, c'est les gens qui irradient, en fait. J'ai vu des femmes, encore une fois, qui ne rentraient pas dans les critères de beauté, souriantes, sympathiques, avenantes, qui mettaient des décolletés, elles en avaient rien à faire. Et honnêtement, ces femmes-là, je les trouve très belles. Et j'ai des femmes, encore une fois, taille 34, standard de beauté, grande, mince, truc. Par, encore une fois, leur comportement, leur attitude, si elles font la gueule, si elles sont stop. Franchement, on les trouve laides. J'en arrive à les trouver laides. Bon, pas dans une photo, machin, mais quand tu les vois, t'en arrives à les trouver laides. Par leur comportement, par leur attitude. Et vraiment, pour moi, la beauté, au-delà des critères de notre société, c'est ce que tu dégages. Et pour dégager ça, tu peux pas le faire toute seule. Il faut tout un environnement autour qui fait que tu irradies et que tu donnes, tu donnes des belles choses à voir aux gens. Moi, c'est très très important. C'est ce que j'ai de transmettre en fait vraiment à ma femme, ma fille, mes clientes en règle générale. Et c'est là que je trouve, encore une fois, mon plaisir dans la création. Et ce que je fais avec toi, là, on discute comme ça. Ça m'arrive très très souvent quand j'ai un petit peu de temps dans la journée, discuter comme ça avec mes clientes. Elles viennent pour un quart d'heure d'essayage, on discute pendant 3 quarts d'heure. De plein de choses. J'ai plein de clients qui sont devenus vraiment des amis. Au-delà du fait qu'elles m'invitent à leur mariage, très sympa et tout ça et tout. Mais j'ai passé des week-ends chez des clientes. Parce que voilà, on est devenus vraiment très proches et très amis. En fait, on vit des moments très forts dans ce milieu. Toi, je pense, je vais pas dire encore plus que nous, mais en fait, par rapport au timing, c'est-à-dire que toi, tu les vois vraiment souvent. Nous, malgré tout, ça a dû aller au maximum 2-3 jours. Oui, mais t'as encore plus de chances de t'engueuler avec eux, t'as encore plus de chances. Non, franchement, moi, je suis pas dans le conflit. Je suis un peu comme toi à ce niveau-là. Et j'ai appris aussi, hein, bien sûr, qu'il y a toujours... Même si ton ego, il est touché, même si toi, t'as de la peine. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pris de la maturité. Et puis, grâce à Dieu, ça va, j'ai une bonne clientèle en général. Donc, et puis, il y a des choses plus importantes. C'est-à-dire, on n'est pas là à guérir le cancer, quoi. C'est pas grave si elle aime pas le maquillage. C'est pas grave si elle aime pas sa robe. Oui. C'est grave pour nous personnellement parce que nous on le prend comme une atteinte personnelle parce qu'on a donné tout notre cœur là-dedans. Mais allô, ça reste une robe, ça reste Oui, on sauve pas des vies, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, on voit ça dans l'autre sens, le fait qui est encore une fois, donner confiance en ces personnes-là plus que ce qu'on a créé nous-mêmes. Il faut laisser un petit peu notre ego de côté. Bien sûr. Et prendre chaque personne individuellement et essayer de discuter, de décortiquer. Et ça leur fait énormément de bien dans ces moments de stress et d'angoisse. Mais c'est vrai ce que tu dis qu'on s'attache. Moi, je m'attache beaucoup, surtout aux mariés, honnêtement. J'ai d'autres clientes, je m'attache à toutes mes clientes, bien sûr, mais c'est vrai que les mariés, c'est vraiment un moment qui est très, très fort. Ça m'est arrivé de pleurer en même temps qu'une mariée. Bien sûr, après, je suis pas un bon exemple parce que je pleure beaucoup. mais jusqu'à maintenant, les cérémonies, c'est mouvant. C'est vrai qu'on vit des moments hyper forts et c'est trop bien. Bon, on parle des choses bien, on va parler des choses moins bien. Dis-moi tout. T'as déjà eu des échecs, des déceptions. Tu nous as parlé d'un moment de down il y a 4 ans, ce que tu disais. Voilà. Et surtout, l'idée, c'est pas non. C'est surtout de savoir comment t'as fait pour te relever. Encore une fois, vraiment, c'est grâce à ma femme, grâce à ma famille. Ça n'a pas été le moment le plus... C'est vraiment une introspection personnelle. Hein. Je me suis dit, j'ai plus envie de faire ça. Ça n'a pas été un mal-être ou un... Donc explique-nous, c'était
juste, je fais un petit PS. Bien Je sûr. trouve ça tellement mignon que tu mettes ta femme à chaque fois. C'est Non, mais vraiment... Non, mais c'est incroyable, bravo. Je vais te Tous dire un les truc très maris, très rapide. faut tous faire ça parce que vraiment... Ah, là, c'est plein de trucs. Moi, quand j'ai connu ma femme, j'étais dans un 17 mètres carrés à République. Une partie, c'était ma cuisine et l'autre partie, c'était mon showroom. C'est-à-dire que les clientes venaient et elle me dit, mais Steven, avec ton talent, tu peux pas rester dans un truc comme ça. Je dis, mais comment je vais me lancer? Mais n'importe quoi, voilà, les clientes, c'est bien, elles viennent ici. Elle fait, non, Steven, on va prendre le plus beau des showrooms en face de la Tour Eiffel. Je fais, mais Laura, t'es folle, les clientes, elles suivront jamais. Ça veut dire, là, je suis à 4 clientes, je suis très très heureux et ce sera super. Elle me fait, non, Steven, ton écran, il est pas bon. Et j'ai dit, allez, on a pris les risques, on a fait. Franchement, elle a accepté voilà, d'habiter pendant 1 an dans un 17 mètres carrés avec les clientes de côté. Elle m'a dit, maintenant, on va se lancer, on va prendre un vrai truc. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça a décollé. Parce qu'elle m'a dit, Steven, c'est les gens, ils ont pas de talent, mais ils ont un écrin extraordinaire, donc ils te vendent n'importe quoi. Il me dit, toi, t'as des mains en or, mais l'écrin, il est mauvais. Donc vas-y. Alors, dans nos métiers, c'est aussi important l'un que l'autre. Je pense pas si toi, t'arrives en jogging basket, toute dégueulasse, cheveux crasseux, en train de maquiller une cliente, pas vraiment te faire très confiance. Ben moi, c'est pareil. Quand elle est venue dans un 11 mètres carrés, elle voyait ma cuisine à côté et tout, je me cantonnais à 4 clientes et j'étais très content. Donc ma femme, elle m'a toujours poussé dans tout. Après ma mère, qui a été donc la première à me pousser à 18 ans, maman, j'ai ouvert une entreprise, j'ai ouvert un magasin. Bien sûr, chérie. Alors c'est où, c'est comment, c'est quoi ce qu'on signe, on va visiter quoi? Tout de suite, il n'y a jamais eu de « Ah bon, mais pourquoi tu penses que ça va réussir ?» Pour elle, ça a toujours été très clair, comme pour ma mère au départ. Et ma femme qui a pris le relais par la suite, elle m'a toujours poussé vers tout. Et en fait, quand on croit en toi, il faut déjà avoir une petite base quand même de croire en soi, un minimum. Mais quand on te pousse, eh ben t'y vas. Et tu penses pas qu'est-ce qui ne pourrait pas fonctionner et qu'est-ce qui pourrait ne pas aller. Tu te lances et ça marche. Mais en fait, je me dis, tu vois, je t'ai demandé au début, je t'ai dit pourquoi tu as toujours voulu travailler dans l'univers, dans un univers des robes de mariée, mais aussi un univers féminin. Alors peut-être que je me trompe, mais du coup, tu as toujours été vachement poussée par des femmes, finalement. Exactement, est-ce que ce serait pas vrai. une sorte d'hommage, on va dire, aux femmes parce qu'elles t'ont toujours accompagnée, que ce soit ta mère, ta femme. Tu vois, j'ai pas mis le point dessus, tu viens de le faire. Et oui, ça, c'est je suis vrai un peu psy, moi aussi. Non, mais c'est vrai, j'ai été toujours très entouré de femmes qui m'ont soutenu. Mon père aussi m'a beaucoup soutenu, mais oui, de plus loin, c'est-à-dire t'as besoin d'argent, voilà de l'argent, t'as besoin de ça, voilà ça. Très concret, très carré. Il n'y a pas eu tout le. On a vu la paire de chaussures ouais, voilà. qui est du coup devenue une star maintenant sur tes réseaux sociaux. Voilà. Alors, aussi. des fois, je fais des shootings photos, maquilleuse, coiffeuse, la mannequin, je reste toute l'après-midi à faire des photos et tout. J'ai 4 likes, 3 vues et 2 j'aime. Ma mère est en train de faire des boulettes. Oh, 6000 likes. Oh, 30 commentaires. Ouvre une chaîne. En fait, c'est elle que j'aurais dû faire venir. Voilà, c'est un petit personnage. Elle est trop contente. Elle lit tous les messages. Elle est trop contente à chaque fois. Mais encore une fois, oui, moi et ma mère, c'est vrai qu'on a une relation particulière parce que elle m'a surprotégé, mais jamais en m'infantilisant. C'est-à-dire que toujours elle a veillé à ce qu'on se moque pas de moi, elle a veillé à ce que je sois protégé de plein de choses extérieures, mais Steven, débrouille-toi. Maman, tu peux m'aider pour les devoirs? Ah, je sais pas, chérie, fais tes devoirs, tu vas réussir, c'est sûr, tout sera très bien. C'est vrai, moi j'avais juste peur de pas avoir des bonnes notes, donc je venais avec le résultat. Voilà, c'est ce qu'il a. Donc je pense que si elle m'avait pris par la main et des psychomotriciennes et me mettre dans une école spécialisée, ben j'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. Elle a eu ce réflexe dès le début, en fait, de se dire mon fils, il sera comme tout le monde. Et j'ai un petit frère qui est albinos aussi. Ok. Mais on est 4. 2 noirs, 2 blancs. Mon père dit on joue aux dames. J'ai mon petit frère qui est albinos. Et en fait, je pense, lui, il a été un peu plus à se plaindre, un peu plus à maman, je vois pas au tableau, maman, ça, pendant des années. Mais je pense qu'en fait, ma mère, une fois qu'elle a tout donné entre guillemets pour moi, elle a vu que finalement c'était pas un si big deal en fait d'être comme ça. Donc elle a laissé un petit peu mon frère grandir comme un enfant normal en fait, mais peut-être qu'il avait besoin aussi un petit peu du même soutien qu'elle m'a donné à moi, mais en contrepartie elle se disait il a l'exemple de son frère, donc Steven reprend un peu le relais avec lui. De toute façon, moi je le vois, j'ai 3 enfants et c'est vrai que le troisième, bon, alors pour le coup c'est celui qui a le petit, voilà, mais c'est vrai que sur plein d'autres domaines, les troisièmes, tu laisses un petit peu. Il se fait une omelette tout une seul. Fois ma fille elle est tombée du lit, ma fille elle est tombée du lit sans faire exprès tout ça, et je lui dis maman la petite elle est tombée du lit et tout ça et toutes ces catastrophes, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit Steven, le troisième tu le ramasseras même pas. Ça veut dire laisse-le. Laisse tomber, tu le ramasseras pas. Mais tu connais pas, j'avais lu un truc, c'est genre quand ton premier enfant, tu mets le thermomètre,
Le deuxième, tu mets le doigt. Le troisième, tu mets l'enfant. Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vrai. Moi, j'en suis pas là encore. Donc, la première, pour moi, c'est extraordinaire. Je suis à la découverte, je fais chaque détail, chaque truc. Mais voilà, et ma mère, même si elle n'avait pas les bonnes réponses au départ, c'est-à-dire que je savais, maintenant, avec le recul, on idéalise moins ses parents, c'est-à-dire que quand je lui demandais conseil sur quelque chose, elle était catégorique sur sa réponse. Mais je savais qu'elle-même, maintenant, avec le recul, je savais qu'elle-même, elle doutait à ce moment-là, mais elle voulait pas me faire voir qu'elle doutait. Elle a voulu toujours me donner de l'assurance en me disant c'est ça la bonne solution, chérie. Et avec le recul, maman, t'étais pas sûre que quand tu m'as dit ça, que ça allait être comme. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, que j'allais te dire gauche ou droite, de toute façon, il y a du mal et du mauvais dans chaque décision. Choisir, c'est renoncer. Donc vas-y. Et elle nous a tous poussés comme ça, que ce soit mes frères, mes sœurs. Elle les a toujours tous poussés, moi particulièrement, voilà, parce que j'étais un petit peu. Enfin, j'étais différent et spécial, et qu'elle voulait, encore une fois, me donner toutes les armes. Peut-être pour elle qu'elle n'a rien à se reprocher par la suite. Peut-être que voilà, par peur, par instinct maternel, hein, comme toutes les mères, peu importe encore une fois le handicap qu'on a, la mère, elle est là en fait pour nous pousser. Incroyable. C'est vrai ce que tu dis. Bien sûr. J'écoute passiblement, mais Non, mais c'est vrai. Ça rentre en droit dans mon cœur. Okay. Steven, j'avais un petit jeu. Dis-moi. Je finis toujours par un petit jeu. C'est le jeu que tu préfères. Mais juste avant ça, j'avais envie que tu parles directement à la caméra. Et que tu parles justement à ces personnes-là qui écoutent ce podcast parce qu'elles ont un petit moment de down, qu'elles n'ont pas forcément confiance en elles, elles ont besoin d'être reboostées. Qu'est-ce que tu leur dirais? Meilleur conseil que tu puisses leur donner, que ce soit par Après, c'est facile de dire ça, c'est très facile de dire ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Après, moi, je peux le dire parce que je suis... j'ai ça en moi dès le départ. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en fait c'est vraiment de faire abstraction du regard des autres. Les autres, ils vont vous faire une remarque, elle va durer 1 seconde dans leur tête, vous, ça va vous rester pendant des semaines et des mois. Mais eux, ils ont passé leur vie, c'est fini. Moi, je vais te raconter un truc très personnel. Je vais vous raconter un truc très personnel. Non, t'inquiète, ils sont pas là. D'accord, ils sont pas là, tu vas leur parler. Alors, je sais pas. Moi, je me suis marié il y a 12 ans. J'ai attendu 10 ans pour avoir un enfant. Et c'est vrai que tu reviens de chaque... Quand on t'invite aux naissances, t'arrives, et les gens, par bêtise, par je sais pas par quoi, ils te disent « Bah alors vous, c'est pour quand les bébés? C'est pour quand les enfants ?» Je les voyais pas, là, ils arrivent, ils sont derrière la porte, là, ils sont en route. Eux, ça leur a pris 1 seconde de me dire cette phrase-là. Mais moi, en rentrant à la maison, moi et ma femme, on discutait, on pleurait, on était contents pour tous les autres, parce que vraiment, on voulait... Mais ils savent pas en fait l'impact. Les gens, ils ont pas honte de te dire ça. Pourquoi toi, t'aurais honte de penser du bien de toi? Eux, ils ont pas honte de penser du mal de toi. Mais ça leur fait rien. 1 seconde, 2 secondes, ils ont fini leur histoire. Toi, ça va te rester. Pourquoi te contraindre dans le regard de l'autre? Regarde la force que vous donnez au regard de l'autre. Alors qu'il y a aucune force à fournir, puisque pour eux, c'est rien. Toi, tu donnes de l'importance, mais pour eux, c'est rien. C'est comme ils t'ont dit qu'est-ce que t'as mangé hier. Mais par bêtise, vraiment, je saurais pas te dire quel intérêt en fait de faire remarquer à une femme qui n'est pas mariée. Ah ben c'est pour quand que tu vas te marier? Le bébé, c'est pour quand? Ah mais t'es grosse, t'as maigri. Mais c'est quoi l'intérêt de dire ça en fait? C'est des gens qui sont malheureux dans leur vie eux-mêmes, qui ont besoin de se prouver que eux ils sont mieux que toi. Eux ils ont des enfants, eux ils sont minces, eux ils ont réussi. Mais moi c'est eux que je plains. Tu comprends? Bravo. Voilà, donc le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire abstraction du regard des autres par tous ces et de se concentrer sur soi-même, en fait. Se concentrer sur soi-même. Après, je sais que c'est très, très difficile quand la base, elle n'était pas là. Donc voilà, des parents absents, des parents qui n'ont pas soutenu. Pour moi, c'est ça la base. J'y reviens à chaque fois. La famille. Mais oui, la famille, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai pas d'amis même. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de connaissances, j'aime beaucoup plein de gens. J'ai aucun ennemi parce que ça me glisse comme ça. Mais ma famille, mes cousins, mes cousines, les cousins de ma femme, la grand-mère de ma femme, c'est comme ma grand-mère. C'est-à-dire vraiment pour moi, la famille, ce qu'on a à apprendre d'eux, ce qu'on a à tirer d'eux, c'est ça. C'est notre vraie richesse, et c'est un vrai trésor. Là. C'est notre vraie richesse, vraiment. Bravo. On va faire un petit jeu, du coup assez rapide. Il va falloir que tu répondes de façon assez spontanée. J'écoute. Tu écoutes, tu es prêt? Je suis prêt. Ok, tu préfères créer la robe parfaite pour une star ou pour une inconnue qui te touche profondément? Je pense que j'ai la réponse. Honnêtement, c'est pas des magots ou quoi, vraiment pour une inconnue qui me touche profondément. Excuse-moi, j'ai une anecdote à chaque fois pour plein de trucs, mais j'avais une fille, elle avait le bras entièrement brûlé. Tout le côté de son corps, il était brûlé. Elle est venue avec ses sœurs des bombes, elles prennent toutes des robes et je vois qu'elle regarde. Elle cherche même pas en fait la robe qui va le... Elle, c'est la mariée?
Non, c'était une des sœurs, c'était une bar mitzvah à l'époque. Une des sœurs, mais elle regardait même pas en fait, il y avait sa mère, ses sœurs, elle était là comme ça. Et elle voulait pas me dire qu'est-ce qu'elle. Je fais mais toi c'est bon, t'as ta robe? Elle me fait non, moi c'est bon, truc et tout. J'ai pris la fille, je lui dis viens. J'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas, je lui dis déshabille-toi maintenant comme je le fais avec toutes les clientes. Et je vois donc elle a une timidité maladive, elle avait tout le bras brûlé, machin, tout ça et tout. J'ai écouté les filles, allez voir mon assistante, elle va vous trouver une robe toute prête. J'ai pris la fille et je lui fais une robe sur mesure pour elle, un truc asymétrique, hyper sexy, hyper beau. On voyait pas du tout ni son bras, ni son truc. Et la gratitude de cette fille, mais il y en a plein des histoires comme ça, mais ça me touche vraiment plus profond. Maintenant, je te dis pas qu'une grande célébrité, qu'elle kiffe Kim Kardashian, elle m'appelle, elle me dit fais-moi une robe, je cours, je vais, je laisse la brûler, je laisse tout le monde. Des inconnus. Voilà, j'y vais. Mais si vous nous regardez, si vous regardez ce podcast, j'ai envoyé un message, elle m'a pas you répondu. can come, it's okay. Et bon, voilà les deux, mais il y a beaucoup d'histoires qui me touchent vraiment, peut-être ça résonne beaucoup en moi aussi, voilà, tout ce manque d'assurance et ce machin. Donc j'ai envie de donner aux autres cette force. Tu préfères l'élégance ou le confort? L'élégance. Ah vraiment, moi une robe elle est pas confortable franchement, après voilà, et vraiment tu peux pas lever le bras. Une fois j'ai une cliente, elle me dit mais si je peux pas lever le bras gauche, elle lève le droit. Non, je lui dis mais tu peux pas lever le bras gauche, elle me dit je lèverai le droit. Mais c'est vrai, je trouve qu'une soirée un temps, ouais, faut souffrir pour être belle. Ça va, oui. Okay. Franchement oui, une corsetterie bien marquée où tu te sens bien mise en valeur, c'est un soir, on te demande pas de mettre ça tous les week-ends. Oui, non, confort, c'est pas trop. Ok. Pas trop ma devise, non. C'est bon, pas de souci, je ne jugerai pas. C'est clair. Tu préfères créer une robe en 24 heures ou avoir 2 ans pour y réfléchir? 24 heures sûr et certain. En fait, je suis tellement dans l'urgence et dans l'impatience. C'est-à-dire que si je sais que j'ai 2 ans, je vais la faire peut-être la première semaine, après j'ai même plus envie de faire les finitions, j'ai même plus envie de toucher à la robe. Et je me lasse très vite. Alors que je sais que c'est en 24 heures, tac, 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 de one shot, elle la met. Et c'est souvent ces robes-là, honnêtement, c'est souvent ces robes-là qui sortent à la perfection, les plus belles et les mieux portées. Et honnêtement. Ouais. Moi aussi, je suis plus efficace dans l'urgence. Ah ouais, dans l'urgence. Bah voilà, tu vois le podcast. T'as vu, je t'ai dit, voilà, je vais regarder mon téléphone. Ouais, tu vois, j'ai pas regardé. Hein. Elle maquille les gens dans la voiture. Voilà. J'avoue tout. Tu préfères une robe qui fait pleurer d'émotion ou qui fait danser toute la nuit? Qui fait danser toute la nuit. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que t'allais dire l'autre. Non, parce qu'en fait, c'est tellement personnel à chacun. Si j'ai pas de réaction en face de moi, de l'extérieur, encore une fois, la mariée, elle est contente, elle pleure d'émotion, c'est très bien. Mais quand tu me dis ça, j'imagine que les gens, quand ils la voient, ils pleurent d'émotion. Ça me. Non, moi je pensais. Ouais, mais en vrai, c'est peut-être les deux. Parce qu'en vrai, tu pleures d'émotion en général à la cérémonie religieuse et après tu danses. Si la mariée. Moi, je préfère on peut faire les deux. Voilà, bien sûr qu'on peut faire les deux, mais je préfère que la mariée pleure d'émotion plutôt que si ses amis, ses copines, elles pleurent pas. Je me fous, je préfère qu'elle kiffe. Oui, dans ce sens. En fait, on peut prendre la question différemment. Parce qu'il y a des robes qui s'adaptent aux deux événements aussi. Je t'ai dit que le confort, c'était pas pour moi. Je préfère qu'elle soit belle et qu'elle bouge pas. Après, alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'elle se change à quelque chose de plus détente, de plus confortable et plus kiffant pour la soirée et profiter. Et ça, avec grand plaisir. On voit le confort dans cette pièce-là. Mais la première, ces photos, il ne faut pas qu'il y ait de plis, il faut qu'elle se lève, elle s'assoie, il n'y a rien qui bouge parce qu'elle ne va pas se retendre le vêtement toute la soirée. Donc moi, je suis là pour ça. C'est une armure, le truc. Bon, Steven, rapidement, le mot de la fin. Le mot de la fin, ayez confiance en vous, ne vous souciez pas du regard des autres et entourez-vous des gens bienveillants. Vraiment, pour moi, c'est hyper important que les gens en face de vous, on vous dit, ils veulent que vous réussissiez, jamais mieux qu'eux. Il faut vraiment essayer de dénicher. Je sais que c'est très difficile, on est souvent déçus et peut-être ne rien attendre en particulier des gens pour ne pas être déçus, mais bon, c'est un peu triste de dire ça. On a eu tous plein de coups de crasse d'autres personnes. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Toujours avoir de l'espoir des personnes qu'on a en face et la bienveillance. Encore une fois, vraiment s'entourer de gens bienveillants, c'est hyper, hyper important. Et si ça peut te rassurer, tu as donné exactement le même conseil que Alexandre Lelouch, chirurgien esthétique, podcast numéro 2. Il avait dit, et pourtant il est chirurgien esthétique, okay. Il avait dit avoir confiance en soi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Donc on prend. Merci Steven. Je t'en prie, merci à toi. C'était cool, c'était vraiment c'est fini un bel échange. Je t'avais prévenu. Si tu veux rester. C'est vrai que ça passe vite. C'est fini, non? Un petit café après. Non, c'est vrai, ça passe très vite. C'était très sympa comme format, vraiment très agréable. Je suis trop contente. Et ben voilà, coupé. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Instagram officiels, Steven Sichai ainsi que Abigail Lagnado. N'hésitez pas aussi à liker et à nous donner vos retours. Et rendez-vous dans 15 jours.